Attention, il faut toujours noter que les propos et points de vue exprimés par les invités ne nous représentent pas nécessairement. Merci. Bonjour à vous, ODH Note, auditrices et auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT OVNI en France qui, comme son nom l'indique, va vous partager les informations importantes, les événements, sorties de livres, films qu'il y a eu en ufologie dernièrement. Au sommaire de cette édition, dans le courrier des ODH Notes, c'est Jean-Louis Lagneau, ufologue et directeur de la revue LDLN ou Lumière dans la nuit, qui y répond. Dans l'astuce du veilleur, c'est Rémi Fauchereau, président de l'association d'études des phénomènes aériens ou AEPA, qui s'y colle. Puis nous passerons à la rubrique Culture OVNI OVI, où c'est Luc Chastan du site Base OVNI France et Guy Coatenroc de la Gazette de l'UFO qui vous présenteront chacun leur tour un livre. Bruno Botta, membre du GUI, groupe d'ufologues indépendants, membre d'OVNI Paris, du Sceau et reporter ODH TV, répond à la question de cette édition autour du premier festival du court-métrage ufologique organisé par l'association OVNI Languedoc qui s'était déroulé en novembre 2021. Exceptionnellement, dans cette édition, il y a deux astuces. L'astuce du veilleur, mais également l'astuce de l'enquêteur, présentée par Gilles Durand, membre du Sceau, sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques. Puis nous passerons à la deuxième partie de cette vidéo, Actu ODH ou Actualité OVNI OVI dans l'histoire, avec Rémi Fauchereau. Puis nous terminerons par la troisième partie de cette émission, le dossier, une deuxième étude des observations d'OVNI, d'OVI, dans le département de la Haute-Saône. Nous comprenons tout à fait que certains puissent ne pas apprécier une personne, ou les propos d'une personne interviewée. Mais si nous devions, avant d'interviewer un ufologue ou toute autre personne s'impliquant dans notre domaine, prendre en compte les goûts, les amitiés ou inimitiés, les rancœurs de chacun, les conflits des uns et des autres, il est fort à parier que nous n'aurions plus personne à interviewer. Et n'oubliez pas deux choses importantes, chers ODH Notes, le respect et la tolérance. Et comme dans tous les épisodes sur les comptes YouTube ODH TV Archive et ODH TV 2, on vous signale en bas à gauche si c'est un recueil, si c'est un simple témoignage, si c'est une enquête, une contre-enquête, une rumeur ou un fake. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Combien de gens sont capables de laisser de côté leur ego et les duels en ufologie ? Très peu. Et moi, je sais même pas si je suis capable de laisser mon ego de côté. Bon, je me prends pas pour Dieu non plus. Je suis pas le dieu de l'ufologie, loin de là. J'ai des modèles d'ufologues que je considère être largement au-dessus de moi. Après, tout dépend où on place l'ego, parce qu'on a chacun son petit ego quand même. On a chacun sa façon de voir, et puis on aime bien avoir un peu de temps en temps les projecteurs mis sur soi aussi. Ça fait plaisir. Donc, moi je dis personne en fin de compte peut mettre de côté son ego. Personne. Parce qu'à un moment ou à un autre, on aime bien soit faire une petite conférence, avoir du monde qui reconnaît son travail. Donc, à partir du moment qu'on veut faire reconnaître son travail, c'est qu'on a une part d'ego en nous quand même. Après, il faut savoir le mettre à un certain niveau. Pas vouloir non plus être au-dessus de Dieu, comme on dit. Et après, malheureusement, les petites batailles, il y en aura toujours. Alors, rien ne serait-ce encore entre les gens qui se disent sceptiques et les gens qui se disent un peu trop lunatiques aussi. Sachant que un bon ufologue doit être sceptique dans son enquête, puisqu'on arrive, il ne faut pas croire que ce que le témoin a vu, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce qu'il faut, c'est analyser ce qu'il a vu et après faire la part des choses. Donc ça, c'est une forme de scepticisme. Et
Donc à partir de ce moment-là, comme on disait pour les histoires de bataille entre groupes ou entre ufologues, moi j'ai du mal à y comprendre et il faudrait qu'on s'entende un peu plus pour pouvoir faire prendre au sérieux un peu le phénomène et notre travail. Est-ce que tu conseilles d'autres personnes à avoir un PC ? Oui, je conseille d'avoir un PC avec toutes ces informations-là, parce que pour l'enquête, c'est nécessaire. Si on veut faire une enquête à fond, c'est nécessaire d'aller examiner tout ça. Il n'y a pas que Flight Radar ou Stellarium. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de logiciels qui donnent des informations. Et donc, il faut les avoir, faut de préférence les avoir sur son PC, pour pouvoir, ou même savoir les orages, les éclairs et tout ça, comme la foudre en boule et tout ça, et pour voir ce qu'il en est exactement à l'heure dite, etc., au jour dit. Et puis, ça permet d'approfondir l'enquête et vraiment de commencer une enquête. Bon, en utilisant l'ordinateur. C'est pas une enquête sur le terrain, mais c'est des compléments d'information qui sont très importants pour l'enquête. Le dernier que j'ai, c'est celui-ci. Chasseur de Jean-Marie Bigorre. Ouais. Un grand enquêteur, donc très intéressant. Alors je me suis remis à regarder un peu plus attentivement le livre qu'avait fait Rémi Fauchereau, les dossiers des ovnis dans l'Yonne. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, j'ai été là où habitait une partie de la famille de mon épouse, à Vermenton, à côté de Chablis. Et je me suis aperçu qu'en discutant avec les vieilles personnes, bon, il s'était passé quelque chose, peut-être pas carrément des ovnis, mais il s'est passé des choses bizarres. Et si je peux le faire, aider quelqu'un, on pourra peut-être aller au moins poser certaines questions. Ce sont des personnes qui sont assez âgées, si elles sont encore là pour pouvoir discuter avec eux. Mais ce bouquin est quand même pas mal intéressant parce qu'il cite des sites, des dates, des endroits, des choses qui se sont passées sur place. Voilà. Alors, l'édition d'aujourd'hui en France, du mercredi 21 septembre 2022, il y a un article, page 12, sur les ovnis, qui s'intitule « La méthode des scientifiques pour enquêter sur les ovnis ». Dedans, donc, dans l'article que vous voyez juste là, qui a été scanné, c'est un article avec les membres de l'association OVNI Languedoc. Donc il y a le 2e festival du court-métrage ufologique qui se déroulera le week-end du 5 et 6 novembre 2022, non pas à Pérols cette fois-ci, mais à Saint-Just. Saint-Just est un petit village qui se trouve juste en dessous, juste au sud plutôt, de la ville de Lunel, entre Nîmes et Montpellier. Voilà, c'était la fin de la revue de presse finalement. On a fait une conférence aussi, t'en as pensé quoi de notre conférence ? Elle était pas aussi dynamique que Rennes-les-Bains. Hein. Alors elle était différente, bon c'était la présentation du SAU, notre association. On a improvisé, bon j'espère que ça a plu au public. On a résumé en fait tout l'essentiel de l'association. Et on a insisté aussi sur le fait que le SAU est une association assez large au niveau des opinions. Et ça, je l'ai rajouté. C'est ça. Ah, parce qu'on a parlé des mensonges sur le SAU et il y en a énormément des mensonges. Tout à fait. Et ça, j'ai voulu l'ajouter justement lors de la conférence. Quand on donne un nom à une observation, on dit l'observation de, Trifouillis les oies. Alors on a observé, à Trifouillis-les-Oies, un phénomène lumineux qui se trouvait au-dessus du bois, là-bas, qui est passé donc à l'horizontale d'est en ouest. Et le phénomène, il n'est pas à Trifouillis-les-Bois. Hein. Déjà, le bois, il est dans le village d'à côté. Donc c'est vu depuis Trifouillis-les-Oies. Et c'est ça qu'il faut dire, observer depuis, et pas observer à.
C'est toute la nuance. Et ça n'apparaît quasiment nulle part. Ce qui a fait que l'orthothénie, c'était une merde. Que l'orthothénie, c'était complètement bidon, parce qu'on disait on est observé à tel endroit, alors qu'en fait, c'est pas du tout à tel endroit. Voilà le problème. Ça serait à tel endroit si c'était au zénith. Tu vois? Ou si tu as un truc qui atterrit à 20 mètres. Là, c'est à tel endroit. D'accord. Ça laisse une trace, c'est à tel endroit. Mais un truc qui passe, comme ça, que tu vois là-bas, il peut être à 20 bornes. Mais quand je dis à 20 bornes, même bien plus loin. Parce qu'en fait, on n'a aucune notion de la distance du phénomène. Tu pourrais avoir une idée de la distance du phénomène s'il passait entre toi et un obstacle. Mais là, quand il est dans le ciel, tu n'as aucun repère. Mais on arrive à te dire, on a vu A. Mais non, on a vu depuis la ville d'un tel. Mais que c'était dans cette direction, mais on ne sait pas à combien de distance. Donc ça fausse tout, toute étude. Passons dès à présent à la deuxième partie de cette émission, l'actualité OVNI qu'il y a eu en France dernièrement. Je le répète, ce sont des notifications d'observation d'OVNI reçues dernièrement par les associations, les groupes d'enquêteurs ou ufologues en France. Ce sont, comme je l'ai dit, des cas qui peuvent être aussi anciens, mais qui n'arrivent aux oreilles ou aux yeux des ufologues que maintenant. Dans le département de la Haute-Saône, le 4 mai 1843, il y a eu l'observation d'un phénomène lumineux. Il y a eu 2 témoins, l'un se situait sur la commune d'Amance et l'autre sur la commune de Bollé. Il était 2h du matin. Observation d'un corps lumineux d'environ 3 pieds de diamètre, soit environ 1 mètre, de forme cylindrique et allongée. Il avançait rapidement, très brillant comme le soleil. Des détonations ainsi que des bruits sourds comme une masse qui s'écroule sont entendus. L'objet lance des éclairs, il se dirige du nord au sud, il rase le village et semble s'enfoncer dans la forêt de Bas-Lière. Source: Lumière dans la nuit, numéro 386. Alors je tiens à revenir sur la dernière phrase du témoignage. Il rase le village et semble s'enfoncer dans la forêt de Bas-Lière. Alors quand on regarde le site Géoportail, c'est pas la forêt de Bas-Lière, mais le bois des Bas-Lières. Voilà, donc petite rectification sur le témoignage. Oui, là, c'était sa femme, à mon copain, qui avait vu au-dessus d'une maison, en venant de Joigny en direction de Champvallon, elle avait vu au-dessus d'une maison un néon. Et c'était pas un néon comme de lampadaire ou quelque chose comme ça, c'était un néon bien à l'horizontale. Et elle l'a vu quelques secondes, et il allait en direction de Champvallon, ce néon. Qu'est-ce que c'est, on n'en sait rien, j'ai pas fait d'enquête, j'ai reçu le témoignage comme ça. Mais d'un autre côté, ce témoignage n'a pas plu, parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments à mon éditeur, et il a décidé de le zapper et de ne pas le mettre dans le livre. Passons dès à présent au dossier de cette émission. Donc une deuxième étude des observations d'OVNI dans le département de la Haute-Saône. Avant de commencer ce dossier et de vous présenter la carte des différentes observations d'OVNI ou PAN dans ce département, je tiens à vous signaler que cet épisode est un complément d'information au précédent dossier diffusé en octobre 2013 dans le cadre du Tour de France des OVNI sur la chaîne YouTube ODF TV Archives et dont le lien est affiché en dessous de cette vidéo dans la partie description, si vous désirez avoir plus de détails. Ainsi, ce complément d'information va vous partager d'autres cas d'observation d'OVNI dans ce département, mais également les méprises qu'il y a eu dans celui-ci.
Comment est le phénomène ovni dans ce département? Y a-t-il plus de LN, lumière nocturne, de DD, disque diurne, de rencontres rapprochées du premier type, du deuxième type ou du troisième type? Passons dès à présent à la carte des observations. Le phénomène ovni ou PAN dans le département de la Haute-Saône est, selon la classification de J. Allen Hynek, constitué de LN, DD, RR1, RR2 et RR3. LN, observation de nuit d'un phénomène à plus de 150 mètres du ou des témoins. DD pour disque diurne, observation de jour d'un phénomène à plus de 150 mètres du ou des témoins. Rencontre rapprochée du premier type, observation à moins de 150 mètres du ou des témoins, en blanc sur la carte. Il y a donc une rencontre rapprochée du deuxième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec oui ou non des traces sur le sol, en jaune sur la carte. Et une rencontre rapprochée du troisième type, observation d'un objet au sol ou non, avec présence de personnages, d'individus, enfin de personnes quoi, en vert sur la carte. Dans le département de la Haute-Saône où je me trouve actuellement, à Auricourt, à côté de ce magnifique château, cette enceinte médiévale. En février 1954, 2 habitants de Vorey-sur-l'Ognon circulaient en automobile entre Pérouse et Butier lorsqu'ils ont soudain vu dans le ciel une vive lueur de forme allongée, semblable à un cigare, qui se déplaçait à une grande vitesse et à haute altitude dans le sens nord-sud. Cela avait duré une quinzaine de secondes. La description correspond à l'observation d'un météore. Le 19 décembre 1976, depuis la commune d'Arc-les-Grès, il est 19h30. Le témoin sort de chez lui et observe dans le ciel un objet de la grosseur d'un ballon de foot. Il appelle alors ses parents qui observent avec lui. L'objet effectue des mouvements de haut en bas, émettant des lueurs intenses, puis il disparaît en direction de Mantoche. Source, Lumière dans la nuit, numéro 163. Le 7 mars 1977, vers la commune de Luxeuil-les-Bains, il est 20h34, le pilote et le copilote d'un Mirage ont observé un objet très lumineux avec une ombre noire à l'arrière. L'objet s'est rapproché 2 fois de l'avion. Source, Unidentified Aerial Phenomena, 8 Years of Pilot, par Dominique Westein. Passons à présent au cas particulier. Attention, le cas qui va suivre a été classé PAN D sur le site du GIPAN. Cependant, il se peut qu'un jour, il soit expliqué. Le 30 mai 1989, depuis la commune de Neuvels-les-Lures, vers 23h15, 3 gardes-chasse en ronde de surveillance observent 3 projecteurs émettant des flashs très lumineux à intervalles très rapprochés. Après une vingtaine de secondes d'immobilité, ces 3 lumières partent à la verticale avec une très grande vitesse et en faisant des zigzags. Après quelques secondes, le phénomène revient au-dessus des témoins pour s'immobiliser à son point de départ. Une lumière rouge s'allume alors au milieu des 3 phares avant de repartir à nouveau en changeant plusieurs fois de direction. Un avion de chasse de type Jaguar est passé peu après, mais ne pouvait pas être confondu avec le phénomène observé qui restait silencieux. Les investigations menées auprès de la base aérienne proche, comme vous pouvez le voir sur la carte, n'ont pas permis de confirmer le témoignage des 3 témoins. Le phénomène observé n'a pu être identifié. Cependant, dans ce témoignage, il peut avoir plusieurs phénomènes. N'oubliez pas ça. Nous allons à présent nous intéresser au pan A et pan B qu'il y a eu dans le département de la Haute-Saône, autant dire aux méprises. Le cas qui va suivre est possiblement une confusion avec un bolide ou un météore. Ainsi, le 16 octobre 1954, il y a eu plusieurs témoins. Certains ont vu le phénomène depuis la commune d'Eyviers et d'autres depuis la commune d'Urcourt.
Il était 21h30 à Hurcourt, alors que les invités d'une noce s'en donnaient à cœur joie au bal. L'un d'eux, en sortant, aperçut un phénomène. Rentrant précipitamment, il appela ses amis, et toute la noce, mariée en tête, eut le temps de sortir et de contempler l'engin lumineux qui avançait à vive allure et en ligne droite d'un horizon à l'autre, ce qui est typique d'une étoile filante. Alors, ceci vient du site Les ovnis vus de près par Patrick Gross. Quant au témoignage Avier, la source de ce cas provient du livre Alerte dans le ciel par Charles Garot, aux éditions Alain Lefebvre en 1981. La vitesse du phénomène a été estimée à 4000 à 6000 km/h. Le phénomène du 16 octobre 1954 a été identifié comme un météore. Le 2 juin 2010, depuis la commune de La Vergenne, aux environs de 20h30-20h45, un témoin observe très brièvement le passage d'un objet de forme ovoïde et de couleur vert pâle fluorescent. Cet objet lumineux vient du sud et se dirigeait nord-nord-est selon une trajectoire rectiligne et à une vitesse rapide. Aucun bruit n'est entendu et aucune traînée n'est aperçue à la suite de cet objet. L'observation décrit un phénomène lumineux pendant un temps très court, 1 à 2 secondes, très rapide, de forme semblable à une comète, ce qui laisse à penser à une rentrée atmosphérique, de couleur vert pâle fluo, également caractéristique d'une rentrée dans l'atmosphère. Ce cas a été classé Pan B sur le site du GEIPAN comme une probable rentrée atmosphérique d'un météore. Je vais vous faire part des différentes observations qui ont été expliquées dans le département de la Haute-Saône. Passons tout de suite à une série de témoignages expliqués. Le cas qui va suivre s'est déroulé le 9 janvier 1954 et a été vu un petit peu partout dans le nord-est de la France, notamment en Haute-Saône, depuis les communes de Mailleroncourt, Vesoul, Neuvelle-les-Champlittes et Grès. Ainsi, depuis la commune de Grès, plusieurs personnes virent distinctement dans le ciel une sorte de boule rouge-orange qui parcourut l'horizon en direction de la Suisse. À 7h45, depuis la commune de Mailleroncourt-Charette, un témoin, agriculteur, a aperçu au-dessus de la localité un bloc de feu ovale de la grosseur d'une assiette se déplaçant dans le ciel. Ce phénomène venait du nord-ouest et se dirigeait vers le sud-est. Son apparition a duré 2 à 3 secondes. Cette observation a fait beaucoup de bruit, comme vous pouvez le voir avec les différentes coupures de presse. Charles Garot, ufologue et enquêteur, a même fait le trajet de la soucoupe volante que vous pouvez voir en image à présent. C'est une carte représentant l'itinéraire du phénomène observé, donc ce 9 janvier 1954. Il n'y a pas que le département de la Haute-Saône. Bartel et Brucker se sont aussi intéressés à cette affaire et ont publié également une carte représentant la trajectoire probable du bolide observé ce 9 janvier 1954 vers 7h50, comme vous pouvez voir en image. Les auteurs fustigent les ufologues qui, comme Charles Garot, ont pris littéralement les heures d'observation données dans les journaux, comme si les gens étaient alors munis de chronomètres. Ces heures ne sont généralement qu'approximations faites a posteriori, et ont alors cru à un trajet compliqué de soucoupe volante, là où un météore était passé. Bartel et Brucker précisent que la trajectoire nord-est-sud-est du météore de 7h50 est confirmée par des témoignages venant de l'étranger. Bien sûr, je tiens à vous signaler qu'il y a eu d'autres cas d'observation d'OVNI ou même de méprise dans le département de la Haute-Saône. Nous vous en avons sélectionné quelques-uns. Avec les différents endroits où il y a des aéroports militaires comme à Luxeuil-les-Bains ou des aérodromes civils. Comme signalé dans de nombreux épisodes et des dossiers d'ODH TV, tout dépend de la présence d'ufologues et d'associations, car ceux-ci recueillent l'information, les observations, font des enquêtes
et pourquoi pas des contre-enquêtes. Il y a certainement eu des enquêteurs de la revue LDLN dans le département de la Haute-Saône, car il fut un temps, ils maillaient le territoire français. La presse n'est pas innocente non plus. La presse recueille des témoignages, recueille des informations pour les partager au public. Mais attention, il faut toujours vérifier si les témoignages que vous voyez dans les bases de données sont simplement des témoignages. Est-ce qu'il y a eu recueil? Est-ce qu'il y a eu enquête? Et bien sûr, est-ce qu'il y a eu contre-enquête? Parce que le plus important, c'est d'étudier un département lorsqu'il y a eu des enquêtes. Car par la suite, vos études ne sont pas fausses. Par contre, si vous travaillez sur des recueils en croyant que c'est des enquêtes, si vous travaillez sur les témoignages des témoignages, vos études seront fausses. Il se peut qu'à l'avenir, on revienne sur des cas d'observation d'OVNI ou de PAN dans le département de la Haute-Saône, car, comme vous le savez très bien, une enquête en ufologie n'est jamais finie. Il se peut que certaines observations qui à l'heure actuelle sont inexpliquées seront expliquées dans le futur, et nous reviendrons là-dessus, bien sûr, sur ODH TV2. Je pense que certains doivent être étonnés qu'il y ait peu de cas d'observation d'OVNI dans ce département. Vous savez, il y a d'autres départements et régions en France où il y a eu très peu de signalements d'OVNI. Je pense d'ailleurs au département de l'Ariège ou même d'autres. Aujourd'hui, je me situe à côté de la Madone, à côté de Dampierre, en Haute-Saône, pas très loin de la ville de Vesoul. Je vous donne rendez-vous à la prochaine étape. Voilà, c'est la fin de ce JT OVNI en France, consacré à une deuxième étude des observations d'OVNI dans le département de la Haute-Saône, un département déjà visité en 2013, en juillet 2013. Il y a déjà eu une étude dans ce département dont le lien est affiché en dessous de cette vidéo. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cet épisode, qui nous ont aidés à vous partager différentes activités, notamment les partenaires proches comme OVNI Paris, OVNI Languedoc, le SO, le forum Les Mystères des OVNI, le site Science Fait Histoire d'Iverbeau, les sites Area 51 Blog, UFO et Science et Investigation Scénographique et OANI de Sylvain Matisse et d'Emma, et toutes les personnes qui partagent les vidéos d'ODH TV sur leur blog, leur site, leur forum, leur groupe ou page Facebook ou sur les réseaux, Twitter ou autres. Mais c'est pour ça qu'ODH TV continue et continuera aussi longtemps que vous le voudrez et le désirez. Je remercie aussi les ODH Notes, des nombreuses questions, thèmes, sujets que vous voudriez voir ou revoir sur ODH TV. Je vous donne rendez-vous dans un mois. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo numérique muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo, et à très bientôt sur les routes ufologiques en France sur ODH TV. Au revoir.